Al-Fayda, c'est la référence. 12h à Medina Bay, 8h au Stadium MetLife de New Jersey. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Al-Fayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 16 juin 2026, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Al-Fayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Mondial 2026, 24 ans après leur rencontre historique en Coupe du Monde, le Sénégal et la France se retrouvent ce soir pour un choc en phase de groupe. Cette rencontre très attendue se joue au MetLife Stadium de New Jersey. Les épreuves du bac technique 2026 sont débutées hier lundi au Sénégal avec 3354 candidats inscrits, dont une majorité de filles. Nous rentrons au lycée technique Elhadji Abdoulaye Niass de Kaolack et lycée François Xavier Dione de Thiès. À Kaolack, le beurre de karité se fait rare sur les étals aux grandes dames des consommateurs, surtout ceux du troisième âge. La situation due à l'insécurité des transports avec le Mali n'est que la partie visible de l'iceberg. Sur l'international Ebola en RDC, un mois après l'annonce d'une 17e épidémie, la gestion toujours complexe avec des cas de contact. Et du sport, la réaction des coachs Pape Bouna Thiaw et Didier Deschamps à suivre dans la page sportive. La revue de quotidien dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Serigne Gueye assure les opérations techniques, erreur médicale ou négligence. Sokhna Fatou Diagne a perdu la vie après un accouchement compliqué. Sa famille accuse la clinique qui pourtant jouit d'une bonne réputation. Mamadou Moustapha Mbaye. Le drame a eu lieu le jour de la Tabaski. Sokhna Fatma Diagne, mère de 5 enfants, 6 désormais avec le nouveau-né, est décédée des suites d'une hémorragie massive après un accouchement. En présentation podalique, l'enfant se présentait la tête en haut, les pieds en bas. La victime, membre très connu de la structure Lou Liguel Bamba, a elle-même conduit sa voiture jusqu'à la clinique Bacline malgré des saignements abondants, raconte son frère. Selon le récit de la mère, sa fille aurait abondamment saigné dès le début. Toutefois, transférée après l'accouchement à l'hôpital Matlaboul Fawzini, elle a subi une opération que le frère, se disant informé par le gynécologue, qualifie de réussie. Mais la perte de sang a finalement été fatale. Le mari de Sokhna Fatma apporte un témoignage accablant sur les gestes pratiqués à la clinique. Lorsque le pied de l'enfant a été tiré, ma femme a été blessée. Il ajoute avoir été envoyé chercher un médicament malheureusement en rupture de stock. Aucune mise en cause du personnel de la clinique n'a à ce stade été signalée par la famille qui déplore pourtant que la personne ayant géré l'accouchement n'ait nullement été inquiétée. La direction de la clinique Bakri n'a pu être confondue aux accusations pour apporter les répliques. Néanmoins, on peut dire que les témoignages recueillis des usagers sont favorables. L'indignation est générale face au décès, mais tous les propos convergent vers une réputation de sérieux. Une patiente qui y a accouché 3 fois confie que c'est une clinique où les détails les plus insignifiants sont pris en compte. Le personnel est pragmatique et ne prend jamais un nombre de malades incontenable. C'est un accident, mais le service distillé sur place est irréprochable. Des témoignages qui plaident en faveur de la clinique. Pour le moment, on n'a pas encore eu connaissance d'une plainte qui a été déposée contre Madame Traoré et compagnie. Mamadou Moustapha Mbaye Touba, Al-Fayda FM. Vous nous suivez sur les www.radioalfayda.net. Et puis ce drame qui s'est produit au quartier Pikine au nord de Saint-Louis, un immeuble R+2 à usage d'habitation s'est effondré causant la mort de 4 personnes. Les autorités administratives dont le préfet se sont rendues sur place. Le ministre est attendu sur les lieux du drame. Barajo. L'effondrement de l'immeuble R+2 survenu à minuit dans le quartier Pikine a fait 4 morts, plusieurs blessés. Le bâtiment situé à Pikine 700, non loin du bassin de rétention appartenant à N. Diouf, un retraité de 66 ans. Parmi les 4 personnes décédées, le propriétaire pleure 2 de ses propres enfants. Les corps sans vie déposés à l'hôpital régional de Saint-Louis ont pu être identifiés. Il s'agit de M.B. Diouf, une élève de 16 ans, de son jeune frère P.D. Diouf, âgé de 13 ans, et de F. Diagne, élève de 23 ans, originaire de Mbaké, accueilli par la famille pour poursuivre ses études. Si le chef de famille s'en est sorti indemne, son épouse R. Diagne, une enseignante âgée de 50 ans, elle enseigne à Pikine 3 Poteaux.
a perdu 2 de ses enfants. Un marchand ambulant de 37 ans, M. Sow, qui logeait sur les lieux, figure également parmi les blessés graves. Sur les lieux du sinistre, le dispositif de sécurisation a été immédiatement déployé par le commissariat d'arrondissement de Pékin, pendant que la brigade nationale des sapeurs-pompiers s'activait pour secourir les victimes. Informé du drame, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, s'est déplacé sur les lieux tard dans la nuit pour exprimer sa profonde compassion aux victimes et constater de près l'évolution des opérations de sauvetage menées par le capitaine Diallo de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le préfet du département, accompagné des autorités administratives, s'est également rendu sur le site. Saisi des faits, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis a aussitôt ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire. À l'heure actuelle, les équipes de sauvetage poursuivent activement les feuilles dans les décombres à la recherche d'une victime potentiellement encore en s'éveil. Saint-Louis, Alfred FM, Bara Diop. Bara Diop depuis la capitale du Nord. La tension est vive au niveau de la ZAC Sing Sing de Kaolack. Le collectif des impactés exige l'octroi de leur titre de propriété. Réuni en Assemblée générale, le collectif compte déposer des plaintes collectives. Aline Bara Diop. Réunis en assemblée générale, les habitants impactés de Sing Sing continuent de fustiger le mutisme des autorités compétentes face à leurs préoccupations. Alors, on a tenu une assemblée générale aujourd'hui à Sing Sing pour montrer à tous les habitants de Sing Sing, surtout à ceux qui ont eu à acheter des terrains non lotis ici et qui n'ont personne sur qui compter pour régulariser leur situation, surtout les autorités qui sont censées être compétentes pour nous aider. Alors, on a essayé de vous contacter, on a essayé de leur parler, on a pris des rendez-vous avec eux, mais toujours aucune réaction de leur part, si ce n'est patienter. Et pourtant, les représentants de la municipalité qu'on a mis sur place, à chaque fois qu'on leur pose la question, la réponse est les terrains sont déjà lotis. Alors, quand vous envoyez une autorité sur place et que cette autorité-là donne des informations qui ne sont pas conformes à l'information de l'autorité de source, il y a problème. Et c'est ce qui se passe à Sing Sing. Ces habitants qui ne savent plus où donner de la tête comptent passer à une étape supérieure à travers des sorties médiatiques, des sittings, entre autres actions de protestation afin de faire entendre leur voix. Comme on a déjà essayé de négocier, ça fait 4 mois qu'on négocie avec la municipalité. Récemment même, on a déposé pour obtenir un rendez-vous avec le bureau municipal. Mais il n'y a eu aucune réaction. C'est pour ça qu'on a tenu cette assemblée pour parler de notre situation déjà, informer tous les membres du collectif de ce qui se passe réellement et poser des plans d'action. On va commencer par faire les points de presse, voilà, contacter la presse, faire des émissions à la radio, à la télé, contacter les réseaux sociaux, contacter les organismes de défense des droits de l'homme, contacter toute personne de bonne volonté qui est susceptible de participer à nos combats. On va aussi tenir des sittings et essayer de faire aussi des plaintes, enfin on ne va même pas essayer, on va le faire, des plaintes collectives qu'on va déposer auprès de l'autorité compétente parce que quand même il y a eu, je ne sais pas, je ne saurais dire arnaque ou je ne sais pas. Voilà, je ne veux indexer personne, mais il y a eu des choses qui se sont passées anormalement. Outre les problèmes liés au lotissement constatés dans cette localité, les habitants demeurent confrontés à une multitude de difficultés. Ils interpellent ainsi l'opinion nationale et internationale sur cette problématique qu'ils subissent depuis plusieurs années, espérant que leurs appels ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. En assemblée générale, les membres du collectif ont manifesté leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme une spoliation foncière. Écoutons à ce propos Elisabeth Bassène, les membres du collectif des impactés. Jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. On va faire des marches, on va faire tout ce qu'il faudra, mais tout ce qu'il est possible de faire légalement pour obtenir nos terres. Parce que si vous venez à Sing Sing, à chaque fois que quelqu'un vous raconte son histoire, vous oubliez la vôtre. Il y a des gens vraiment nécessités à Sing Sing, mais des gens vraiment nécessités. Et l'autorité qui est sur place, la dernière fois qu'il faisait sa campagne pour les élections, la seule idée avec laquelle elle faisait sa campagne électorale, c'était que si je suis élu un jour, je réglerai vos problèmes de terrain qui durent depuis des années. Parce que c'est très difficile au Sénégal actuellement, de rester serein sans un toit sur sa tête. On a essayé, vous savez comment ça se passe au Sénégal. Vous ne pouvez pas venir à la mairie avoir un problème, aller voir le maire. On a contacté ceux qui étaient censés le représenter, mais il n'y a jamais eu de suite. 4 mois quand même pour une négociation, c'est trop. Et pourtant, on est au courant de beaucoup de choses. On est vraiment au courant de beaucoup de choses. On sait que Sing Sing bouge, mais sans nous. Alors qu'on était là avant et qu'on a mis notre argent dessus. Alors, ce que je tiens aussi à signaler, c'est que quand on donne des terres à la mairie,
c'est censé être pour la population. Et c'est sur ces bases qu'on a acheté des terrains à Sing Sing. Parce que si c'était des terrains d'une personne particulière ou des HLM ou autres, on n'allait pas venir les acquérir. On n'allait pas le faire. Il y a beaucoup de mots. Comme je vous le disais, le problème du foncier découle de beaucoup de problèmes, notamment de mésententes entre les dirigeants de Sing Sing et la population elle-même. Il y a beaucoup de camps à Sing Sing, beaucoup de mauvaises informations et beaucoup de désinformations. Mais comme on vous le dit, pour l'instant, avant de passer à l'étape supérieure, on n'a qu'à d'abord nous donner nos terres pour qu'on habite comme eux, qu'on ait des habitations et des toits comme eux. Comme je vous dis, quand on nomme un président de commission domaniale, s'il doit démissionner, il y a une procédure. Il y a des dossiers qui sont en attente. On vous a demandé de patienter. Par respect, on a patienté. Alors quand vous changez, vous avez le numéro de tous les participants et de tous les dirigeants. Vous appelez le numéro de quelqu'un, monsieur ou madame, on va faire cela. Vous nous informez, on prend nos devants. Mais nous, vous nous demandez de patienter, on revient, on dit, on a changé. Qu'est-ce qui se passe? On nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Alors, si ce n'est pas un manque de respect ou un manque de considération, c'est quoi? Maintenant, il n'y a pas de souci. On est d'accord, on a essayé d'être poli, on a essayé d'être correct. Mais ça n'a pas marché. Apparemment, ça ne marche pas. Être poli et correct, ça ne marche pas dans cette collectivité. Alors, on va passer à l'étape supérieure. Et on fera tout ce qu'il faudra. Vraiment tout pour obtenir ce qu'on veut. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 12h11 sur 90.1, la radio de la proximité. L'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. Éducation, nous en parlons dans ce midi. Bac technique section 2026 qui ont démarré ce lundi dans l'ensemble du territoire national. Cette année, 3354 candidats sont inscrits contre 3446 lors de la session précédente. À Thiès, Lia Ganasen s'est entretenu avec Mme Tcherno Kossetchoubou. Stylo en main, concentration maximale dans les salles de classe, les candidats au baccalauréat technique ont entamé ce lundi leur première épreuve dans les différents centres d'examen du pays. À Thiès, le coup d'envoi des épreuves a été marqué par la tradition tournée des autorités administratives et éducatives qui ont effectué leur visite au lycée technique François-Xavier Ndion. Sur place, l'inspecteur d'académie de Thiès, Gana Sen, a constaté le bon déroulement des examens et salué les dispositions prises pour assurer des conditions optimales aux candidats. Au niveau de Thiès, donc, cela est marqué par effectivement l'avènement de la STID. Il faut dire que ça existait dans les autres lycées, mais à Thiès, c'est la première fois que nous accueillons des candidats STID. Donc ça aussi, ça fait partie un peu de la dynamique de réforme globale de nos systèmes d'évaluation, mais aussi de refondation globale du système éducatif. Alors, l'examen se déroule normalement. Il ne l'a pas évoqué, mais au total, nous avons mobilisé pour ce centre unique 78 acteurs, dont 42 correcteurs, 33 surveillants répartis dans les 11 ou 10 salles, 2 secrétaires et un président de jury. Point de vue financier aussi, le samedi, tous les acteurs convoqués au baccalauréat technique ont été payés. Ils sont au nombre de 44 au niveau académique. Cette année, le centre du lycée technique François-Xavier Ndion compte 176 candidats. Selon l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Ababakar Sadir Nian, seuls 2 absents ont été enregistrés au démarrage des épreuves. D'après ce que nous avons observé, nous avons beaucoup de satisfaction parce que sur les 176 candidats, il n'y a que 2 seuls absents. Donc nous avons un taux de présence qui avoisine les 99%. Donc avec 176 candidats, il y a 174 vraiment qui sont présents. Et les examens se déroulent bien. Vraiment, toutes les dispositions sur le plan sécuritaire, c'est un aspect important. Sur le plan sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises. Et par rapport aussi aux dispositions vraiment qui devraient être prises au niveau de l'inspection d'académie, nous avons beaucoup de satisfaction. Tout en adressant leur encouragement aux candidats, les autorités ont réaffirmé leur engagement à veiller au bon déroulement de cet examen national, considéré comme un levier important pour la formation de techniciens qualifiés et le développement du pays. Au lycée technique François-Xavier Ndion de Thiès, nous voici à Kaolack où les autorités administratives ont effectué leur tournée traditionnelle de visite des centres d'examen. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Idriss Somb était au lycée technique Elhadji Abdoulaye Niass pour le bon déroulement des épreuves. Nous venons de boucler avec l'étape de Kaolack. Pourquoi Kaolack? Parce que c'est le centre principal avec le lycée Elhadji Abdoulaye Niass qui polarise quand même la région du Sine Saloum. Nous avons quand même trouvé
trouvé un dispositif quand même organisationnel assez complet. Nous remercions d'abord les autorités administratives et municipales, notamment monsieur le gouverneur qui nous a bien accueillis avec les forces de défense et de sécurité, ainsi que tout le personnel et équipement, le proviseur, les encadreurs et le président du jury aussi. Nous avons souhaité une bonne chance quand même aux candidats. Je suis avec toutes les équipes du ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et technique, avec monsieur le directeur aussi de l'office du bac. Pourquoi le choix de Kaolack? Parce que Kaolack est une zone assez stratégique et nous avons trouvé le dispositif quand même opérationnel exact. D'après le président du jury, il n'y a pas de difficulté. Si ce n'est qu'il n'y a que 5 absences qui ont été notées, nous avons trouvé un centre où il y a 263 candidats, dont 174 filles, ce qui correspond à 63% de filles quand même qui sont en train de composer pour le baccalauréat. Cela note carrément que les filles quand même sont très représentatives au niveau du bac technique. C'est une filière quand même assez technique et pas mal de jeunes ne souhaitent pas y adhérer. Donc si les filles sont très représentatives, l'appel que nous faisons à tous les parents d'élèves, c'est de les inciter à venir dans les filières techniques et commerciales. Le nombre total quand même bac technique est de 3354. La région du Saloum en a 263. Ça montre quand même que c'est un taux très faible par rapport aux candidats du bac national. 1,81% par rapport à l'effectif total. Ça montre quand même que le taux est assez faible. Mais les autorités étatiques, en l'occurrence monsieur le président de la République, son excellence et son gouvernement quand même, ont essayé de renverser la tendance d'ici peu en construisant quand même 6 lycées techniques qui sont orientés dans le domaine agricole et agrobusiness, mais aussi ils ont en phase de construire 8 lycées techniques dans les 8 pôles territoriaux. Cela aussi en conformité avec la vision Sénégal 2050 au niveau de l'axe 2 qui prend en compte la formation professionnelle et l'insertion et l'emploi. En tout cas, les autorités tiennent à bras le corps l'aspect formation technique parce que c'est l'avenir de l'Afrique, mais aussi l'avenir du Sénégal qui en dépend. Tout à fait, il n'y a aucun problème au niveau national, tout se déroule très bien, comme à Kaolack et Fatick. Comment trouver des solutions aux difficultés qui rencontrent nos bacheliers au bac technique? Selon Pape Sidi Diouf, directeur centre de formation de la Fosse, cela est possible grâce aux nouvelles filières qui sont développées dans les domaines techniques. Voici ce propos. Aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas parler de développement sans pour autant parler de la formation professionnelle et technique. C'est à cet effet que l'État avait estimé devoir orienter les 30% du cycle fondamental vers la formation technique et professionnelle. Un bac technique qui offre des opportunités d'emploi et compte tenu des nouvelles filières et des passerelles existantes. Le ministère de la formation professionnelle est en train de se déployer en mettant en place des BTS techniques afin de permettre d'absorber nos baccalauréats techniques qui avaient généralement des difficultés à trouver des places au niveau de l'université. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons ouvert plusieurs lycées de formation professionnelle et technique avec une diversification de l'offre de formation qui répondent véritablement aux besoins de l'économie sénégalaise. Le ministère a mis en place un dispositif d'insertion, d'accompagnement à l'insertion, ce qui fait que les difficultés que nos bacheliers rencontraient, soit à rentrer dans l'entreprise ou à aller à l'université, ces difficultés-là ont connu maintenant des solutions, eu égard aux nouvelles filières qui sont développées dans les domaines techniques tels que la mécanique automobile, la mécanique hors-bord, l'électricité, la robotique, n'est-ce pas? Si vous allez dans le secteur tertiaire, il y a le marketing digital, le commerce international, la comptabilité finance. Donc, et je vous dis aujourd'hui que toutes ces filières-là ont été écrits selon une nouvelle approche qui est l'approche par les compétences. Et cette approche par les compétences, je peux vous assurer que ces programmes ont été élaborés avec des chefs d'entreprise qui ont exprimé effectivement ce qu'ils attendent effectivement de ces sortants de la formation professionnelle. Au niveau du ministère de la formation professionnelle, vous prenez les idées, le taux d'insertion varie entre 60 à 80%. Donc c'est pour dire aujourd'hui que effectivement la formation professionnelle est en train de trouver des solutions adaptées au chômage des jeunes à travers la formation professionnelle de qualité, mais surtout une formation qui répond aux besoins du marché. Sur la question des diplômes reconnus par l'État du Sénégal, Pape Sidi Diouf demande aux parents et aux écoles d'orienter leurs futurs étudiants dans les établissements de formation professionnelle qui délivrent des diplômes d'État. Écoutons-le.
Je ne le vois pas ainsi. C'est vrai qu'il y a un pléthore d'établissements, mais aujourd'hui, les Sénégalais sont éveillés. Et aujourd'hui, ils courent. Vous savez que quelqu'un qui a un diplôme d'État, un BTS d'État en commerce international en finance, mais peut s'insérer très facilement. S'il décide de continuer ses études, facilement, il peut être expert comptable ou ingénieur. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la saturation n'existe pas. Ce qu'il faut déterminer, c'est donner des enseignements de qualité. Et aujourd'hui, les jeunes savent reconnaître véritablement les établissements qui donnent la formation de qualité avec un diplôme d'État, non un diplôme d'école. C'est ceux qui ont des diplômes d'école, qui ne sont pas reconnus par le CAMES, ni par l'ANACIP, mais effectivement trouvent des difficultés à s'insérer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'en appelle à tous les Sénégalais à ce qu'ils orientent leurs élèves, leurs futurs étudiants, dans les établissements de formation professionnelle qui délivrent des diplômes d'État et à tous les niveaux, du CAP en passant par le BEP, le BT, jusqu'au BTS. Et même si vous avez le BTS, ce qui est intéressant dans ça, vous avez la possibilité d'intégrer les universités du Sénégal, publiques comme privées, mais en allant faire la licence 3 directement. Donc c'est pour dire qu'en 3 ans, vous pouvez avoir un diplôme d'État qui est le BTS, plus maintenant la licence 3. Au moment où quelqu'un, par exemple, qui choisirait d'aller faire dans une école une licence professionnelle, licence 1, licence 2, licence 3. À la fin de ces 3 années, il n'aura que la licence 3. Contrairement à celui qui fait le BTS, il a le diplôme d'État en 2 ans et il vient te rejoindre en licence 3 pour obtenir le même diplôme que vous. Et que nos BTS sont des BTS professionnels. Tu as un métier que tu peux exercer dans une entreprise ou bien tu crées ta propre entreprise que tu vas gérer en privilège. Et d'ailleurs, nous, aujourd'hui, l'instruction qui a été donnée par le ministre, c'est de mettre le focus sur l'auto-emploi. Faire de sorte que nos sortants puissent être le propre employeur. Et nos cellules d'appui à l'insertion sont en train de travailler là-dessus. Nos établissements aussi en mettant en place des incubateurs qui font qu'aujourd'hui, les jeunes, dès qu'ils sortent de nos établissements de formation professionnelle, ils sont automatiquement opérationnels. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Comment trouver des solutions aux difficultés que rencontrent nos bacheliers? Donc, c'était là la réaction de Papa Sidi Diouf, le directeur du centre de formation de la Fosse à Kaolack. Le beurre de karité se fait rare. Pour le commerçant Modou Bamba, cette énième pénurie sonne comme signal d'alarme. Elle impose le retour urgent du train pour désenclaver l'économie locale et sécuriser les approvisionnements. Suivons le reportage de Ndefat Sissé. Pour comprendre cette pénurie qui frappe l'économie locale, il faut lever les yeux bien au-delà de nos frontières, là où le commerce se heurte à la dure réalité des armes. Première cause de ce blocage, la géopolitique et l'insécurité. Le Mali, grand fournisseur de noix de karité, traverse une zone de turbulence. Dans certaines localités frontalières ou de transit, le trafic routier est devenu un parcours du combattant. Le témoignage émane de notre interlocuteur retrouvé au marché central de Kaolack, Modou Bamba. Les camions de marchandises sont bloqués, rationnés ou contraints à des détours interminables à cause des menaces sécuritaires. Le karité ne circule plus. Le corridor est grippé et c'est là que surgit un souvenir qui sonne comme un regret à Kaolack. Le temps où le rail dictait le rythme du développement. À l'époque où le train sifflait encore dans la commune. Un reportage signé Ndefat Sissé, revenu nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Dénonciation de la corruption, le président de l'OFNAC, Moustapha Ka, a également précisé qu'il existe des mécanismes de dénigration et de signalement qui permettent aux citoyens, dans le cadre de leurs activités professionnelles. Voici ce propos. La lutte contre la corruption, l'un des premiers défis, c'est de disposer de l'information. Et pour disposer de l'information, il faut mettre un prix à la dénonciation. Comment mettre un prix à la dénonciation? C'est de faire en sorte qu'il
existe des mécanismes de divulgation, de signalement qui permettent aux citoyens, dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, qu'ils trouvent les mécanismes appropriés pour les porter à la connaissance des autorités capables de donner suite à ces dénonciations. On a recensé pas plus que hier, j'ai reçu une demande de protection d'un lanceur d'alerte. Et après un signalement, s'est senti menacé, il a adressé un courrier pour dire qu'il va être protégé. Et là, rapidement, on prend des dispositions. Les dispositions légales sont déjà là, c'est son immunité. On ne peut pas le poursuivre du fait de sa dénonciation. Et les dispositions opérationnelles, j'ai instruit ce département d'investigation qui est composé de forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire des gendarmes et des policiers qui sont outillés à prendre des mesures opérationnelles de protection, toutes sortes de protection. Et les types de protection sont choisis en fonction des risques encourus. Sur le plan des dérives, les dispositions sont prises par la mise en place d'une incrimination spécifique. C'est-à-dire, si vous regardez la loi, il y a une disposition pénale qui dit que celui qui de mauvaise foi, c'est-à-dire que dans l'intérêt de nuire, fait des déclarations ou des dénonciations sans fondement, il s'expose à des sanctions pénales. La loi prend en compte le dispositif pour encadrer les dérives. Vous venez d'entendre la réaction de Moustapha Ka sur le prix de la dénonciation dans la lutte contre la corruption. Il est le président de l'OFNAC. Je vous le disais en titre, France-Sénégal, le remake 24 ans après, l'ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Bounama Dièye, décrypte ces grandes retrouvailles entre Français et Sénégalais. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. C'est vrai qu'en 2002, le Sénégal avait battu la France par 1-0 en match d'ouverture. Mais depuis ce match, il y a déjà 25 ans. Donc les choses ont changé. En 2002, la France est venue à la Coupe du Monde avec ses titres de champion du monde sortant et champion d'Europe. Alors que le Sénégal était une équipe qui venait de se révéler à travers la CAN et à travers les matchs de qualification. Aujourd'hui aussi, on va jouer le match, mais tout le monde sait que la France n'a pas digéré la défaite de 2002. Donc le match sera difficile pour tout le monde. Difficile pour la France, difficile pour les Sénégalais. Je pense que ceux qui vont s'en sortir seront ceux qui feront preuve de calme, de sérénité, certainement aussi d'engagement et de détermination. Le résultat se joue à ce niveau, parce que dans les deux camps, il y a des joueurs de qualité. La France, c'est vrai, n'est plus la France comme en 2002. Le Sénégal aussi a changé et notre équipe est devenue une équipe plus mature. L'encadrement des Lions peut être au niveau administratif, technique et médical, les délégués fédéraux, en tout cas l'ensemble des dirigeants qui accompagnent l'équipe au sein de ce mouvement peuvent être assimilés à des CLB comme nous le savons ici au Sénégal. Le CLB, c'est celui ou bien ceux qui s'occupent du LEL, comme du regroupement. Ils sont là pour assurer tout ce que l'équipe qui a besoin sur le plan logistique, sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan tout sur le plan de la sécurité. Et le rôle est de se mettre à la disposition des Lions, de l'équipe 24 heures sur 24 et de faire en sorte que chacun, dans le rôle qui est le sien, régler les problèmes, d'anticiper, de trouver des solutions. Tout ce qu'on demande aux joueurs, c'est de rester calme, de se protéger et de se préparer pour le jour J, ils puissent faire ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire avoir le rendement qu'ils ont toujours eu, surtout la même détermination qu'ils ont eu dans la CAN pour gagner ce match. L'ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Bounama Dièye, intervenait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Le choc entre la France et le Sénégal pour l'ouverture du groupe I s'annonce effectivement comme un match très difficile et électrique, nous dit le doyen Santiombi Diop. Quelle que soit la rencontre, quelle que soit sa nature, les confrontations franco-sénégalaises ou sénégalo-françaises sont toujours irriguées d'une dose de passion historique. C'est un fait concret. En sport, il y a eu beaucoup de problèmes. J'ai évoqué uniquement la victoire de Berlinski contre Carpentier en 1925, en présence de l'inoubliable député Blaise Diagne. Donc depuis lors, quelles que soient les rencontres, toutes les actions sont irriguées de passion, une passion historique entre le Sénégal et la France. C'est un fait irrécusable. Nous sommes en football. Le match est programmé pour demain. En réalité, le coup d'envoi est donné depuis que le sort a opposé le Sénégal à la France. Depuis lors, toute la presse mondiale sportive attend ce match. Il y a d'abord un passé qui remonte à 2002. Ensuite, il y a l'historicité même de la confrontation. Mais moi, je dois dire, et à la vérité, que depuis que le Sénégal a gagné contre le Maroc, il y a une rupture dans la pratique sportive et compétitive. Beaucoup de nos joueurs qui ont gagné la médaille ont perdu un peu de rythme compétitif. Beaucoup n'ont pas joué
dans leur équipe. Beaucoup se sont blessés, tant et si bien que Pape Thiaw est confronté à un problème d'aptitude physique et de rythme compétitif. Beaucoup sont blessés, beaucoup n'ont pas joué. Et c'est fâché, mais c'est le destin. Donc nous avons de la peine à imaginer quels sont les joueurs qui vont démarrer le match. C'est difficile en défense ou bien en attaque. Il faut dire que Pape Thiaw est confronté à cette réalité-là. Il n'a plus l'effectif compétitif qui lui a valu la coupe. Entre-temps, il y a beaucoup de ruptures, beaucoup de blessés, beaucoup de manque de compétition. Bref, il va jouer avec l'effectif qu'il a, eh bien, sous la main. Ce sera difficile. Moi, je dis que le match sera difficile. Difficile. Parce que les Français n'ont pas vécu 2002. Mais l'histoire entretenue par la presse leur dira attention, vous prenez la revanche de l'équipe de 2002. C'est donc un adjuvant psychologique pour les Français et pour les Sénégalais. Le match au départ c'est 0-0, donc tout est possible, encore que nous soyons déficitaires sur le plan physique et sur le plan de la compétition. Mais il y a le diom sénégalais et mon maître Alou disait, le Sénégal n'est vraiment le Sénégal que dans les grandes occasions. Actualité internationale. Et voilà, en RDC, un mois après l'annonce d'une 17e épidémie, la gestion toujours complexe dans les cas contacts. C'est l'une des plus fortes augmentations journalières constatées depuis le début de l'épidémie d'Ebola en RDC. Les autorités ont annoncé avoir comptabilisé 72 nouveaux cas en l'espace de 24 heures, des points quotidiens pour une maladie, la 17e épidémie d'Ebola de la RDC, qui tue, elle aussi, tous les jours. Et c'est surtout la province de l'Ituri, dans l'Est congolais, qui est la plus touchée. Notre envoyé spécial Coralie Pierret s'est rendu à Bunia, la capitale provinciale, qui concentre à elle seule la quasi-totalité des cas enregistrés. Face à cette épidémie, l'une des réactions officielles a été de fermer les frontières ou de tenter de le faire. Mais d'après l'Organisation internationale des migrations, cela a en fait surtout déplacé les problèmes. Actualité internationale. Direction le Mozambique, on reprend la diffusion de notre série d'enquêtes Mozambique Exposed. On vous a parlé la semaine dernière notamment des violations des droits de l'homme dans la région du Cabo Delgado. Et aujourd'hui, cette enquête, dans le cadre du consortium de journalistes Forbidden Stories, revient sur le climat politique global du Mozambique avec une répression qui continue de viser les opposants. Actualité internationale. Dans l'actualité également, le Gabon, un pays où depuis plusieurs mois les témoignages qui illustrent la faillite du système de santé sont nombreux. On s'intéresse au cas de cette mère de famille en lutte depuis plus de 10 ans contre l'administration et la justice. Elle attend de savoir si elle pourra embarquer cette semaine pour Paris. Une intervention chirurgicale vitale est programmée pour son fils, victime en 2013 d'une erreur médicale à Libreville. Une affaire qui est remontée jusqu'au sommet de l'État. Des instructions auraient été données, mais à quelques jours de l'opération, les fonds nécessaires pour l'évacuation sanitaire n'ont pas encore été débloqués. Actualité internationale. L'Afrique du Sud assure avoir renvoyé plus de 2700 étrangers la semaine passée, un décompte qui fait suite à une promesse du président Cyril Ramaphosa la semaine dernière de durcir la lutte contre l'immigration illégale, alors que ces derniers mois ont été marqués par des manifestations xénophobes visant notamment les autres Africains. Et tout cela, d'une certaine manière, ressurgit sur l'équipe nationale de football qualifiée en ce moment pour la Coupe du Monde. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec le match de ce soir. La France retrouve le Sénégal. Revanche ou conformation, en tout cas, Pape Thiaw se dit prêt pour affronter les Bleus ce soir à 19h. Pape Thiaw que nous écoutons. J'ai eu la chance d'être là en 2002 lors de notre victoire face à l'équipe de France. Aujourd'hui, je serai sur le banc. Et c'est sûr, ces deux situations, c'est un peu particulier parce que je l'ai vécu aussi sur le banc, parce que c'est le match de 2002, j'ai pas pu jouer. Et demain, je serai sur le banc, mais en pouvoir donner les clés pour aller chercher cette victoire, en rajoutant aussi dans ma sauce un peu des ingrédients de Bruno Metsu pour aller chercher cette victoire. Vous avez parlé, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les 10 équipes qui représentent l'Afrique, tous portent le drapeau de l'Afrique. Et donc, ils le portent de la meilleure des manières, voilà, et
espérons qu'on va continuer à le faire. Et moi, mon souhait, c'est de voir deux équipes africaines se rencontrer dans une demi-finale de Coupe du Monde ou bien un quart de finale. Et voilà, on continue à travailler. C'est vrai, en 2002, on est terminé quart de finaliste. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier cette Coupe du Monde, il y a un match de plus parce que d'habitude, c'était à partir des 8e. Maintenant, c'est à partir des consorts des poules, c'est à partir des 16e. Voilà, nous, on s'est préparé, on est concentré pour faire le meilleur parcours possible de cette compétition. Donc, on s'est fixé des objectifs et on sait que c'est le travail qui va nous pousser à les atteindre. Et on est là-dessus, on continue à travailler et dans l'humilité, aussi avoir beaucoup de courage pour aller chercher cet objectif. Pape Bouna Thiaw, en conférence de presse, notre réaction, c'est celle du coach de la France, Didier Deschamps, qui, par principe, ne veut pas parler des générations. Didier Deschamps, que je vous propose d'écouter. Je ne sais pas, je ne me rappelle même pas de celle de 2002. Elle avait dû être très forte, puisqu'elle a gagné contre l'équipe de France, qui avait de très très bons joueurs, et une très belle équipe aussi. Ce que je suis sûr, et c'est ce qui m'intéresse, c'est demain, et je sais, pour avoir vu suffisamment de matchs, et avec les observateurs de la DTN qui sont très pris par rapport à l'observation des matchs, oui, c'est une très très bonne équipe avec de très très bons joueurs. Par principe, j'aime pas qu'on parle des générations, et encore moins qu'on les oppose. Ceux de 2002, ils ont fait ce qu'il fallait pour le grand bonheur du Sénégal. Mais aujourd'hui, je vous le répète, en face de nous, il y a une très très belle équipe du Sénégal avec toutes les qualités que demande le football de très haut niveau. C'est notre premier rendez-vous, on le sait depuis le tirage, on s'en rapproche, là on est à J-1. C'est pas le raté, c'est l'adversaire, c'est nous tout faire bien évidemment. Par rapport au fait que c'est le premier match, ça le rend encore plus prestigieux entre guillemets de par le niveau de cette équipe du Sénégal. On sait à quoi s'attendre, eux aussi, ça sera un rapport de force, chacun se prépare avec ses qualités pour faire en sorte de gagner le match. Après, il y a toujours, par rapport au fait que j'ai dit c'est la première compétition, c'est l'aspect émotionnel qu'on n'arrive pas à mesurer, à quantifier sur des joueurs qui peuvent être d'une nature plutôt détendue, relâchés, qui peuvent se crisper de par l'importance du match ou l'environnement aussi. L'idéal, c'est d'être concentré et décontracté. Écoute à présent le militaire français N'Golo Kanté qui se prononce également en conférence de presse. Non, je pense que d'abord, on est dirigé par le coach. Ça fait longtemps qu'on attend le début de la compétition. On est à moins de 24 heures du match aujourd'hui. Et c'est principalement le feeling de se donner à 100% d'entraînement, d'être concentré, de respecter les consignes du coach, de savoir que tout le monde compte. Et ce sera le moment de le montrer et d'affronter le Sénégal. Et c'est là qu'on s'adaptera aux prises de parole ou aux prises de position qu'il faudra avoir. Mais pour le moment, c'est vraiment le travail qu'on fournit au quotidien et la préparation des dernières heures avant le match. Dans les autres rencontres, Irak joue la Norvège, Argentine joue Algérie. Hier, l'Espagne et Cap-Vert ont fait match nul Arabie Saoudite, Uruguay 1 but partout, Belgique, Égypte 1 but partout également, Iran, Nouvelle-Zélande 2 buts partout. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. 12h37, la presse du jour, lui, est parcourue en 3 minutes 5 par des Fatou Cissé. Le rugissement des lions aura-t-il raison des coups de bec du coq français? Nous sommes très rassurés. Les poulains de Pape Thiaw à la une de l'Observateur. Rugissez pour l'histoire, exhorte l'AS 24 ans après l'exploit de Séoul. Les lions vont-ils encore bouffer les coqs? Interrogatoire de Vox Populi. À la une du Le Grand Panel, la promesse du sélectionneur Pape Thiaw contre la France. On verra la vraie version du Sénégal. France-Sénégal match pas comme les autres pour affirmer les ambitions. Analyse point actu. Les Lions défient les Bleus pour une entrée historique dans la compétition, dit Le Point. Et puis fortement concentré sur le match de ce soir à 19h entre le Sénégal et la France. Les quotidiens sénégalais parus ce matin s'intéressent également à certaines questions liées à la politique, la justice et l'économie. Et à ce propos, justement, la tribune qui parle d'un revirement spectaculaire qui porte la signature d'Ousmane Sonko, de titre, je cite, d'être caché un attentat mis
entre guillemets contre le Sénégal. Dette cachée et restructuration de la dette à la une de Walf Quotidien, les aveux de Sonko. Entretien à RFI et à France 24, la mue d'Ousmane Sonko, titre Rewmi Quotidien. Un nouveau personnage politique qui entend désormais exercer le pouvoir autrement, relate le journal qui poursuit en soulignant que le leader du PASTEF cherche désormais à se faire aimer et à ne plus se faire détester. Et terminant le journal de relever à ce propos que Sonko passe d'un discours cash à un discours mesuré, subtil et calibré. Affaire Azer Aopo IPC. À sa une ce matin, le Témoin s'interroge en se demandant qui a ordonné le décaissement des 37 milliards. À la une de l'Informateur, Thierno Alassane Sall au sortir de son audition, la section de recherche dispose désormais d'infos pour boucler son travail. Le pôle judiciaire doit mériter son statut de juridiction spécialisée dans la répression des crimes économiques. Réaction de Babacar Ba du Forum du Justiciable, dont l'Informateur fait également mention dans sa parution du jour. Armée sénégalaise, le ministre Yankoba Diémé salue une force exemplaire et promet un soutien sans faille aux militaires, lit-on à la une du Le Républicain. Proposition de loi controversée, la majorité face à ces fractures. Le titre est à la une de Sud Quotidien. À la une de Libération, l'affaire Ndiaga Seck et compagnie, Cheikh Styliste et le réseau des rabatteurs de taille fine, écrit le journal des tailles fines au masculin, puisque le journal révèle à ses lecteurs que Cheikh Niass, propriétaire de la boutique Cheikh Styliste, qui a avoué des rapports sexuels avec Ndiaga Seck, lui envoyait aussi des photos de jeunes hommes présentés comme des tailles fines pour les brancher. Écrouillé hier poursuit la publication. Les 6 mises en cause portent à 33 le nombre de mandats de dépôt délivrés à ces stades par le juge, alors que 11 arrestations au moins, je cite, sont encore attendues. 12h40, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda. Partie technique, Serigne Gueye. La rédaction en chef a été assurée par des Fatou Cissé. Et devant ce micro, Serigne Moussaken. Je vous rappelle les informations. Mondial 2026, 24 ans après leur rencontre historique en Coupe du Monde, le Sénégal et la France se retrouvent ce soir pour un choc en phase de groupe. Cette rencontre très attendue se joue au MetLife Stadium de New Jersey. Les épreuves du bac technique 2026 sont débutées hier au Sénégal avec 3354 candidats inscrits, dont une majorité de filles. Nous sommes rendus au lycée technique El Hadji Abdoulaye Niass de Kaolack et lycée François Xavier Nion de Thiès. À Kaolack, le beurre de karité se fait rare sur les étals de grandes dames des consommateurs, surtout ceux de troisième âge. La situation due à l'insécurité des transports avec le Mali n'est que la partie visible de l'iceberg. Sur l'international Ebola en RDC, un mois après l'annonce d'une 17e épidémie, la gestion toujours complexe des cas contacts. Du sport, la réaction des coachs Pape Bounetchao et Didier Deschamps que vous avez suivi dans la page sportive. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.